Aujourd'hui, le sujet qui nous occupe, c'est comment intégrer le réemploi dans les cahiers des charges. Donc, le projet renversé, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois si vous avez assisté aux autres webinaires. C'est la rénovation efficiente vers la circularité. Et sur cette slide, on voit les différents acteurs qui sont présents. Et donc, on essaie de toucher tous les types d'acteurs qui sont liés de près ou de loin à la construction pour pouvoir former et sensibiliser un maximum de personnes. Euh, voilà. Tu peux passer à la slide suivante, Eric. Dans le programme du jour, ben, on va commencer par vous sensibiliser à l'importance de prendre la connaissance du contexte qui vous entoure pour pouvoir traduire vos objectifs de réemploi dans votre cahier des charges. On va essayer de vous toucher quelques mots sur comment définir un objectif de réemploi et ensuite comment traduire l'objectif de réemploi vraiment dans les marchés, que ce soit sur la conception et la construction, sur les marchés de services ou sur d'autres approches complémentaires. Et alors, va vous donner des exemples concrets sur comment intégrer ça dans un cahier des charges. Voilà. Et toutes les sources d'informations sont bien référencées sur chaque slide et il y a une bibliographie à la fin. On terminera la présentation avec un petit formulaire de satisfaction, vu que c'est la fin du cycle ici. Et évidemment, par vos questions-réponses. Donc, on vous invite à mettre vos questions dans le chat. On les listera et on y répondra à la fin du webinaire. Alors, pour ma part, je représente un petit peu trois structures. Euh, Principalement Retrieval. Voilà, on est acteur de la déconstruction. Notre plateforme de matériaux de réemploi, c'est le Core Normat. Et alors, nous avons également un bureau d'études Vescobel, qui fait des inventaires réemploi et qui peut aussi faire de l'accompagnement vers la circularité. Eric, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Éric Schroeder, je travaille à la Fédération Ressources, qui est la fédération des entreprises d'économie sociale actives en économie circulaire, donc qui font de la collecte du tri et de la valorisation de biens et de matières. Euh, Retrieval est une entreprise membre de la fédération, et donc euh, nos membres, nos entreprises membres valorisent différents types de déchets comme le textile, les objets du quotidien, les matériaux de construction, les vélos, etc. Et, euh, et voilà, je repasse la main à Oliver pour le début du programme d'aujourd'hui. Je peux mettre la suivante. Et donc, c'est quoi la base indispensable pour faire du réemploi? Ça va sembler bête, mais c'est quand même essentiel de le citer. Ben, il faut une volonté vraiment de faire du réemploi. Et on constate, en tout cas dans les différents projets qu'on rencontre, que c'est généralement quand la maîtrise d'ouvrage a envie de faire du réemploi que les projets fonctionnent le mieux parce qu'elles permettent de donner une ligne claire aux architectes, aux entreprises. Et voilà. Et alors, ben, en fait, c'est l'objet un peu du webinaire aujourd'hui, c'est le cahier des charges est un outil pour traduire cette volonté de faire du réemploi. On le rappelle bien, c'est possible d'inclure le réemploi pour tout type de marché, que ce soit la construction ou de la démolition, que ce soit un bâtiment en rénovation ou en construction neuve, que ce soit pour la maintenance d'un bâtiment. Si vous êtes bailleur social, ben, ça a toute son importance. C'est possible à toutes les phases du marché. Donc évidemment, un bâtiment, on peut imposer que les matériaux qui soient démolis, enfin, ou que le bâtiment qui est démoli ou rénové, que les matériaux qui en sortent ne sortent pas sous forme de déchets, mais bien sous forme de réemploi, et donc d'imposer un taux de récupération. Évidemment, à la mise en œuvre, on peut imposer la mise en œuvre d'un certain pourcentage, d'une certaine masse de réemploi. Mais aussi, on peut aussi le faire via l'accompagnement. Vous le verrez par la suite.
Euh, voilà. Et alors, ben, c'est possible aussi, évidemment, pour toutes les tailles de projets. Les tailles de projets, généralement, influencent assez fortement la manière dont sont construits les cahiers des charges. Euh, et donc, pour la prise de connaissance du contexte du réemploi, euh, mais c'est vraiment très important de connaître géographiquement, quels sont les acteurs qui gravitent autour de vous, quelles sont les volontés des politiques et dynamiques locales, et aussi quels sont les gisements de matériaux qui sont là. Et donc, les acteurs, enfin, il y a différents réseaux de réemploi qui vont vous renseigner sur qui sont les acteurs. C'est important de les connaître. Il y a différentes plateformes de matériaux de réemploi et évidemment, en fonction du gisement qu'on choisit, si on choisit de se fournir en bois de réemploi ou en acier de réemploi, ben, l'échelle géographique va pouvoir varier. Et puis, il y a toute une série d'accompagnants qui peuvent vous aider à rédiger votre cahier des charges, que ce soit via l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais il y a, dans les politiques et dynamiques locales, il y a tout ce qui est la subvention ou le soutien financier euh, à vos projets de réemploi qui peuvent marquer une vraie différence dans votre projet si vous êtes au courant des bonnes choses. Et donc, tu peux passer à la slide suivante. Euh, toujours, donc ici sont des sources d'informations qui viennent du projet FCRBE. Vous verrez qu'il y a quelques fiches là qui vous aideront assez concrètement à avancer. Si vous voulez aller plus loin que le webinaire d'aujourd'hui, explorer les différentes sources de matériaux de réemploi. Ça peut être par exemple l'étude de l'échelle géographique à laquelle on va se sourcer en matériaux, s'informer sur l'offre disponible chez les fournisseurs et professionnels. Des plateformes comme Opalis que je recite plus tard vous aident à voir un peu la cartographie des matériaux et identifier les matériaux pertinents pour son projet. Mais, ils ont l'âge du bâtiment, s'il fait partie d'un patrimoine ancien ou si le bâtiment est tout neuf, ça va forcément, fortement influencer les types de matériaux qu'on va choisir de mettre en réemploi. Voilà. Et donc, si on l'applique à l'échelle, disons, à notre échelle, qui est pour le coup l'échelle du projet renversé, donc le Hainaut et les Hauts-de-France, dans les revendeurs professionnels présents sur le territoire, ben, on peut toujours aller voir Opalis, comme j'ai dit, mais à Lille, on trouve Réampro et Le Parpaing qui ont directement des plateformes physiques et digitales de matériaux de réemploi. Cornormat, on se situe à Charleroi. Donc c'est un entrepôt ouvert au public. La même chose pour la matériothèque, là c'est à Tournai. Rotor et Baptiter sont un petit peu plus loin, ils sont à Bruxelles, mais, ça n'empêche pas que c'est une distance assez courte, Bruxelles, que pour se faire livrer des matériaux de réemploi. On pourrait citer aussi tous les acteurs qui sont à Paris. Il y a la plateforme Cinéo qui regroupe tous les différents revendeurs. On a Cycle Up, pour n'en citer qu'un. Voilà. Et alors, ces acteurs-là ben, peuvent être regroupés en réseau. Ici, sur notre territoire, ben, en France, on peut citer le réseau national des ressourceries et recycleries. L'équivalent belge, c'est ressources. Euh, et notez que les acteurs de l'économie sociale sont quand même des acteurs qui sont assez présents sur les pratiques circulaires, que ce soit des acteurs de la déconstruction comme Retrival, ou même pour du reconditionnement de matériaux, comme toutes les entreprises de travail adapté. Donc, il y a la Fédération de l'économie sociale, enfin des entreprises d'économie sociale et solidaire en France aussi. Voilà. Et alors, dans les structures qui peuvent vous accompagner, il y a Bellastock à Paris, le ZERM qui est lié directement au parpaing, qui peut faire de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage. On a des réseaux d'entrepreneurs comme Toerana Habitat, ou alors le cluster éco-construction pour les matériaux biogéosourcés en Belgique. Vescobel, je l'ai déjà cité. Donc voilà, c'est important
de prendre connaissance de tous ces acteurs-là et de pas avoir, enfin, d'aller les contacter parce qu'ils peuvent avoir pas mal de filons pour vous aider dans votre projet. Donc, dans les sources potentielles de matériaux qu'on peut considérer, ben, évidemment, il y a le réemploi in situ. C'est d'ailleurs le meilleur réemploi à faire. Enfin, peut-être le meilleur réemploi, c'est quand même toujours de conserver votre bâtiment, évidemment. Mais le réemploi in situ est à considérer. Si vous avez tout un parc de bâtiments et que plusieurs sont en rénovation ou en chantier, ben, c'est important de voir quelles sont les bonnes opportunités. Nous, pour le moment, par exemple, on fait rentrer la pierre bleue, la 2000 mètres carrés de façade de la pierre bleue de la ville de Namur. Elle en a gardé une partie pour un projet qu'elle avait à ce moment-là. Et donc là, c'est tout bénef parce que c'est directement plus facile de faire des réemplois de cette manière-là. Vous avez peut-être sûrement aussi des stocks internes. Si je pense par exemple aux bailleurs sociaux, il y a généralement toujours un service de maintenance ou de conciergerie qui est lié à leur parc de bâtiments pour des petites pièces de remplacement. Donc, ça, c'est important. Et nous, et alors au moment d'une déconstruction, le déconstructeur peut démonter des matériaux, mais quand même les orienter vers le stock interne du bailleur. Donc voilà. Et puis alors, il y a évidemment tous les fournisseurs professionnels, toutes les plateformes qui se sont développées, euh, pour lesquelles dont il faut connaître l'existence. Euh, dans les politiques et dynamiques locales, il est possible qu'il y ait une charte locale qui inclut des réemplois. Il y a tout un service euh, de facilitation qui peut être mis en œuvre. Euh, il y a des subventions locales ou régionales, des programmes existants, une synergie au niveau d'entreprises publiques ou privées et locales et des formations. Ben, ici, vous êtes en train d'assister formation réemploi. Euh, Par exemple, la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, pour la rénovation des bâtiments scolaires oblige 5% de réemploi. Le RE 2020 en France favorise aussi le réemploi. En Normandie, il y a une cartographie du réemploi qui a été faite. Euh, il y a un guichet de l'économie circulaire dans le BTP en Occitanie. En Wallonie, il y a le réseau des facilitateurs en construction durable en région wallonne. Et il y a tous ces réseaux et ces plateformes fêtières qui rassemblent tous ces acteurs qui vous renseignent à ce sujet-là. Pour définir un objectif de réemploi, euh, il y a plusieurs manières de faire. Euh, Évidemment, le but, c'est toujours d'établir une ligne claire pour que tout le monde parle le même langage et que tout le monde sache où est-ce qu'on va et soit impliqué au maximum dès le début. Euh, Effectivement, ça va pouvoir permettre de comparer correctement les offres. Alors, les objectifs, ils peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, et alors spécifiques ou ouverts. Donc, euh, évidemment, le qualitatif spécifique, ben, c'est vraiment spécifier le matériau pour telle partie du projet. Si on veut que ce soit plus ouvert, ben, on va parler de privilégier les matériaux de réemploi dès que faire se peut. Et alors là, ben, on va pouvoir comparer les offres sur base de ce que euh, ce que promettent les contractants en fonction dans leur projet. Si on veut vraiment cadrer plus fort le projet, on va aller vers du quantitatif. Autant de pourcents de tels matériaux pour telle partie du projet, ou alors fixer un minimum, euh, quel que soit le poste. Voilà. Et alors là, ce sera important de définir évidemment l'unité de mesure qui est pour l'objectif quantitatif. Euh, Par exemple, si on veut imposer l'usage d'un isolant de réemploi, on va peut-être plutôt parler en surface couverte ou en d'isolant plutôt que de parler en masse, parce que la masse est souvent très faible.
Euh, et on choisit généralement l'unité fonctionnelle. Si on va parler d'un parquet, on va aussi parler peut-être en mètres carrés. Euh, Si on parle peut-être de matériaux d'acier, on va peut-être parler plus en tonnes. Une autre manière aussi de définir un objectif quantitatif, c'est de proposer une part du montant dépensé pour le réemploi. Et alors, le guide du bâtiment durable de Bruxelles vous donne tout ici les avantages et inconvénients de chaque type d'unité de mesure et comment c'est adapté pour chaque type d'unité. Euh, c'est très important, enfin, une chose qui peut vous aider à définir tous ces objectifs de réemploi, ça va être une assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, Elle va pouvoir vous aider à définir les ambitions en matière de réemploi, vous dire ce qui est réalisable, euh, vous, vous indiquer comment l'écrire dans le marché. Euh, c'est presque toujours nécessaire si on est en rénovation, de réaliser un inventaire des matériaux réemployables. On parle de diagnostic PEMD en France euh, et d'inventaire réemploi en Belgique. Euh, Ça va permettre d'identifier des lots de matériaux adéquats et de définir votre stratégie. Pour, pour se faire accompagner, c'est important de dédier un marché spécifique à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, et alors, vous pourrez définir un objectif de réemploi de manière assez ouverte. Alors, je donne la main à Eric qui va vous parler de vraiment concrètement comment traduire ces objectifs de réemploi dans un cahier des charges. Merci Oliver. Euh, oui, donc maintenant on va parler, donc on va essayer de comprendre comment traduire l'objectif de réemploi dans une procédure de marché. Euh, de manière- Alors, plusieurs types de marchés existent, et donc le choix d'un format plutôt qu'un autre dépend surtout des habitudes et des préférences de la maîtrise d'ouvrage. Euh, mais l'ambition de réemployer des matériaux ne doit pas déterminer forcément le choix de l'un ou l'autre type de marché. Chacun d'eux présente des spécificités, et c'est possible de tirer parti de ces spécificités. Et donc, on va pouvoir formuler l'objectif réemploi et sa réalisation de manière différente. Mais donc, on va voir ça maintenant en détail. Les deux formats les plus classiques sont mais le premier, c'est la passation de deux marchés distincts, un marché de services qui est suivi par un marché de travaux, hein, ce qu'on dit le marché de services qu'on appelle le marché de design et le marché de travaux qu'on appelle build. Et l'autre manière classique, c'est de faire un marché unique de conception et réalisation en même temps. Et en dehors de ces deux approches classiques, on a des approches complémentaires, donc qui peuvent être ce sont des options, quelque part, on peut voir ça comme ça, qui peuvent être combinées avec les deux formats classiques précités. Elles permettent, en fait, ces approches complémentaires, de saisir des opportunités, de surmonter certaines difficultés et de potentiellement innover et décupler l'ambition du projet. Donc, c'est la passation d'un marché de fourniture, donc pour l'acquisition de lots de matériaux de réemploi, la mise en œuvre d'un accord cadre de travaux intégrant des considérations relatives au réemploi, et la mise en place d'un lot dédié au réemploi dans un marché de travaux. Et on va détailler ça maintenant, chaque type de marché. Alors l'approche progressive, qu'on appelle progressive, donc c'est deux marchés distincts, un marché donc design suivi d'un marché build. Euh, En fait, il est avantageux dans ce concept-là, dans cette approche-là, de décliner l'objectif de réemploi en deux temps et de deux façons différentes.
Donc, lors de la phase de conception, donc design, l'objectif est formulé de façon très ouverte, généralement. Il précise simplement les éléments de contexte, les grands enjeux. En fait, l'idée derrière ça, c'est d'amener l'équipe de conception à s'emparer du sujet du réemploi et à le décliner dans son projet. Donc, c'est intéressant dans ce choix-là que les pistes de réemploi soient déjà indiquées dans l'esquisse remise lors de l'appel d'offres et qu'elles soient accompagnées par une description assez détaillée d'une méthodologie de travail. Euh, Comme le projet en fait est encore susceptible d'évoluer, on est au début, les pistes indiquées au début, donc à l'esquisse, elles peuvent être ajustées. Et donc certaines propositions vont peut-être s'avérer plus compliquées que prévu, d'autres vont au contraire apparaître grâce à des études plus poussées comme étant tout à fait réalisables. Et donc c'est bien parce que c'est un processus évolutif. Et à l'issue de cette phase d'études, de design, les grands choix en matière de réemploi du projet devraient être fixés. C'est vraiment l'objectif. Et donc, au moment de passer à la phase suivante, donc la phase construction, la phase travaux, les propositions initiales ont été étudiées de manière vraiment approfondie et elles sont devenues assez précises pour être traduites sous forme de spécifications techniques, on verra ça plus tard dans le webinaire, dans le marché de travaux. Ici, c'est une illustration de l'approche design suivi de build, donc en deux marchés. Et on vous recommande vraiment chaudement d'aller voir le document issu du projet FCRBE. On vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment une bible en termes d'information. Et dans ce document, il y a aussi pas mal d'exemples qui illustrent assez bien les différentes approches. Donc c'est vraiment intéressant. Le marché unique, en fait, cette approche-là, elle tire parti du fait que le marché de travaux, donc le build, est inclus donc, dans le travail de conception. Et donc, l'entreprise chargée des travaux est immédiatement impliquée dans le développement du projet architectural. Et le gros avantage, c'est que ça permet de vérifier rapidement la faisabilité de certaines solutions, notamment sur le plan technique et financier. Euh, et donc, ça permet aussi, en fait, de commencer à rassembler des lots de matériaux en parallèle du travail de conception, par l'entreprise elle-même, hein, notamment, ce qui simplifie les questions d'assurance et de garantie si c'est l'entreprise elle-même qui se charge de la constitution du lot. En fait, ce contexte, cette approche-là, elle se prête bien à la fixation d'un objectif quantitatif, hein, comme l'a expliqué Oliver juste avant. Euh, on peut aussi faire du quali avec cette approche-là, mais elle s'adapte vraiment bien à l'objectif quantitatif. Et ça permettra aux soumissionnaires d'avoir un signal clair, enfin, garder à l'œil tout au long du projet, mais vis-à-vis duquel ils disposent d'une certaine liberté pour proposer des solutions adaptées. Donc c'est vraiment euh, une approche qui permet de co-construire avec l'entreprise directement. Et lors de la remise des offres, les soumissionnaires s'engagent sur un objectif chiffré ambitieux mais réaliste, puisqu'ils ont été à l'origine aussi, ils ont été impliqués. Et donc, c'est un objectif qui peut être très ambitieux mais réaliste, puisque, de nouveau, étant intégré dès le départ de la réflexion, les entreprises savent vers quoi elles vont. Et donc, cet objectif ciblé devient contractuel, hein, une fois l'offre attribuée, avec la possibilité de rendre possible certains ajustements lors de l'approfondissement des études, voire même en phase chantier. Euh, D'une manière générale, c'est quand même pas mal quand on travaille avec le réemploi de permettre des ajustements et d'avoir des solutions backup éventuellement en œuvre pour pallier un problème qui pourrait apparaître en phase chantier. Donc, de nouveau, comme pour la première approche, donc ici c'est l'illustration donc faite par FCRBE du marché unique et de sa construction, de ses avantages et ses inconvénients, et, euh, et quels sont les acteurs impliqués. Au niveau des approches complémentaires, donc on a vu il y en a trois, mais la première c'est l'acquisition de lots de réemploi via un marché de fourniture. Euh, donc, il s'agit alors d'un processus
parallèle, hein, au marché de services et de travaux, qui permet de constituer un stock de matériaux qui devront être intégrés dans le projet. Cette stratégie, enfin cette approche, elle n'a pas vocation à être systématisée dans tous les marchés, hein, mais dans certains cas, elle peut faciliter l'atteinte d'un objectif réemploi, puisqu'on constitue, heu, on constitue un lot dès le départ. Donc ça peut permettre, évidemment, plus facilement l'intégration de ces matériaux. Il faut plus faire le sourcing après, quoi. Donc elle constitue un outil qui peut se combiner facilement avec, souvent l'approche de marchés distincts. Elle est plus facile à mettre en œuvre dans ce cadre-là, mais elle peut aussi être mise en œuvre en complément d'une approche marché unique. De nouveau, c'est l'illustration avec toutes des explications en plus. On essaie de ne pas rentrer trop dans le détail de tout ça parce que on va dire que c'est annexe, mais c'est intéressant à aller voir. Toutes les sources sont donc de toute façon bien notées. Tous les liens sont cliquables, donc vous aurez tout ça à la fin de la présentation. Dans les approches complémentaires, il y a aussi le lot. J'en ai passé une peut-être? Non. Pardon, excusez-moi. J'ai passé l'accord cadre, excusez-moi. L'accord cadre, donc, c'est un format donc, couramment utilisé par certaines maîtrises d'ouvrage pour la réalisation de travaux courants dans leur patrimoine. Donc, c'est relativement bien adapté aux bailleurs sociaux notamment, donc, puisqu'il y a tous des travaux de maintenance qui sont réguliers, de rénovation qui sont réguliers, etc. Donc l'accord cadre peut être chouette dans ce cas-là. C'est une démarche donc, qui amène quelques recommandations particulières en matière de réemploi. Euh, du fait de leur caractère systématique et récurrent, les accords cadres sont susceptibles de constituer un levier intéressant pour développer des pratiques de réemploi. Donc, elles constituent c'est vraiment une approche qui constitue une alternative vraiment bien à la partie travaux dans un dans un marché design and build, par exemple, ou marché unique, mais c'est vraiment pour la partie travaux. Et donc, c'est là où j'étais passé un peu vite. Il y a toutes les... allez, tous des points de détail donc de l'accord cadre, de comment il peut être mis en œuvre et qu'est-ce qu'il doit stipuler qui sont intégrés dans le projet FCRBE que je vous invite à aller consulter. Et la dernière approche complémentaire, c'est le lot réemploi. Le principe général du lot réemploi, c'est de prévoir donc au sein du marché de travaux un lot spécifiquement dédié à la recherche et à la fourniture de matériaux de réemploi pour les entreprises de construction. Donc c'est ce qu'on appelle le lot zéro. Et le titulaire de ce lot zéro agit en fait comme une plateforme de collecte et de mise à disposition de matériaux de réemploi. En fait, il peut contenir aussi ce lot donc des tâches annexes à la constitution d'un lot de réemploi. C'est l'identification de sources de matériaux intéressants pour le projet, la collecte spécifique des matériaux et le transport jusqu'au chantier, la préparation des matériaux, donc le nettoyage, le tri, etc., le stockage et le gardiennage jusqu'à la pose. Donc le soumissionnaire peut être aussi vu comme l'interface entre les autres auteurs du projet, notamment les entreprises chargées des travaux et le bureau de contrôle. Ils peuvent être aussi en charge du suivi des procédures formelles, donc de la traçabilité, la conformité, les plans d'assurance, etc. Ce dispositif, donc le réemploi, doit être porté par une entreprise ou un groupement d'entreprises possédant des compétences solides dans le domaine du réemploi. Évidemment, il faut faire attention à qui on s'adresse et vraiment être très attentif aux références du soumissionnaire pour lui confier ça, parce que il faut une très très bonne connaissance du réemploi, des filières et autres pour réussir cette partie de marché. Et donc, ce lot, il permet, en fait, finalement, cette approche, elle permet d'approfondir et de renforcer aussi bien la démarche réemploi menée dans l'approche de marché distinct que dans l'approche marché unique. Alors concrètement maintenant, comment on intègre du réemploi dans un cahier des charges? Euh, on va essayer de voir à quels endroits du cahier des charges on peut insérer des critères réemploi. Donc, on a
identifié 5 endroits spécifiques du cahier des charges, donc où on peut vraiment spécifier du réemploi. Donc c'est l'objet du marché, les spécifications techniques, la sélection qualitative, les critères d'attribution et les conditions d'exécution. On va voir ça en détail. Euh, mais petite remarque aussi, même si c'est pas indiqué ici, mais au niveau du droit d'accès, on peut aussi déjà donc avant même l'objet du marché, on peut le droit d'accès donc pour se soumissionner, on peut éliminer des soumissionnaires qui auraient commis des infractions environnementales, par exemple, par le passé. Donc ça permet aussi de faire une présélection avec le droit d'accès. Et alors, juste pour information, les explications qui suivent donc, sont valables pour la Wallonie et la France de manière générale. Et les documents, cahiers des charges de référence donc, qu'on a pris sont respectivement donc, en région Wallonne le cahier des charges type bâtiment et en France c'est le cahier des clauses techniques particulières et administratives particulières. Oui, pour la France. Donc on va essayer de détailler tout ça. Alors, le premier endroit où on peut parler de réemploi dans un cahier des charges, et c'est la première chose à faire, c'est d'intégrer donc les critères environnementaux dans l'objet du marché. Alors que ce soit pour un marché de fourniture, de services, de travaux, l'objet est librement décrit par le pouvoir adjudicateur. C'est en fait l'occasion d'annoncer la couleur aux potentiels soumissionnaires. On peut par exemple tout à fait euh, intégrer dans l'objet que l'intention est de maximiser la remise en œuvre de matériaux de réemploi, hein, c'est tout à fait possible. Euh, tous les critères d'attribution, de sélection, d'exécution, les spécifications techniques qui vont suivre, elles devront être en lien avec l'objet du marché. C'est une obligation sous peine de nullité en fait finalement des critères. Si l'objet du marché ne décrit pas une ambition pour le réemploi, mettre par la suite dans des spécifications techniques des liens vers du réemploi spécifique, ça n'a pas de sens parce que on pourrait dire, enfin le soumissionnaire pourrait dire, mais non, ça n'a rien à voir avec l'objet du marché, donc j'ai le droit de faire autrement. Et donc, c'est vraiment important, l'objet du marché, c'est indispensable d'indiquer l'intention écologique environnementale dans l'objet du marché. Je reviendrai dessus, mais c'est vraiment la clé, c'est la base de tout. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple, hein, concrètement dans l'objet du marché pour favoriser le réemploi? Par exemple, on peut dire la construction de nouveaux immeubles de logement avec un objectif de développement durable et intégrant un haut niveau de réemploi. En fait, le fait simplement de le signaler dans l'objet du marché de cette façon-là, ça va permettre par la suite, en fait, finalement, de relier tous les critères qu'on aura dans la suite du cahier des charges vers l'objet du marché. Et donc, on est dans une continuité, on est dans une logique. Et donc, je veux dire, les critères seront beaucoup plus inattaquables si l'objet est mis comme ça. On peut aussi dire, par exemple, la réalisation d'importantes rénovations d'immeubles, de logements existants en vue de faire des bâtiments durables et garantissant l'intégration d'au moins X% de matériaux de réemploi. Ou on peut dire aussi acquisition de lots de matériaux de réemploi pour un marché de fourniture. Et donc on voit qu'on peut être assez, voire très précis, ou rester dans des propositions plus vagues. Mais ça permettra d'aller intégrer les différents critères liés au réemploi dans le reste du cahier des charges. C'est vraiment l'idée ici. Au niveau des spécifications techniques, en fait, on peut intégrer des critères liés au réemploi ou autres critères environnementaux et sociaux, par ailleurs, hein, dans les spécifications techniques. Les spécifications techniques vont traduire l'objet du marché et vont déterminer les critères minimums que les soumissionnaires devront respecter. Donc on définit ici le minimum à satisfaire et les caractéristiques requises des travaux. Juste peut-être quelques points d'attention. Si les spécifications techniques sont trop ambitieuses pour la réalité du marché, en fait, il y a un risque qu'aucun soumissionnaire ne puisse répondre. Et donc, il faut faire attention. C'est un chouette outil parce qu'on peut vraiment, on peut être ambitieux, etc. Mais il faut toujours garder à l'esprit, et c'est pour ça l'importance du contexte, l'importance des politiques locales et l'importance de tout ce qui a été expliqué avant, c'est il faut rester réaliste, parce que sinon le marché se fera pas, il n'y aura pas de soumissionnaire. Et donc,
c'est parfois préférable de favoriser des critères d'attribution, donc on va voir juste après, et de rester plus doux dans les spécifications techniques. Donc essayer de rester raisonnable, on va dire, dans l'ambition. Par contre, si on est sûr des possibilités du marché, par exemple via un inventaire qui a été réalisé et qui a prouvé le potentiel de réemploi in situ, par exemple, alors c'est intéressant d'intégrer des critères au niveau des spécifications techniques, car ça garantit qu'ils devraient être respectés dans tous les cas. Euh, ces spécifications techniques, elles peuvent être formulées de manière différente, hein, en termes de performance ou d'exigences fonctionnelles, ou par référence à des normes, des référentiels techniques et environnementaux, mais tout ça doit être accessible aux candidats. Donc ça peut pas être des informations cachées ou qu'ils doivent aller chercher pendant très longtemps pour avoir pour avoir l'information. Et dans tous les cas, donc pour les marchés publics, il est interdit de favoriser ou de discriminer certaines fournitures, de discriminer certaines offres ou soumissionnaires sur base d'une série de mentions, comme un procédé particulier, une provenance particulière, et il n'est pas permis non plus de faire référence à des fournitures ou des matériaux précis, donc en mettant la marque ou l'origine. Et ça s'applique évidemment dans le cadre des marchés publics. Pour les marchés privés, on fait ce qu'on veut. Euh, Des exemples hein, de sélection spécifique, donc de critères, qu'est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, un minimum de 50% en masse de déchets non dangereux produits pendant les travaux de démolition de curage seront préparés en vue du réemploi ou du recyclage. Et là, on peut même détailler, donc seront compris quoi, quel type, quelle catégorie de matériaux, le bois, le verre, la brique, la pierre, des matériaux céramiques. Ce sont des exemples, hein. Évidemment, on peut aller bien plus loin, on peut être plus restrictif, etc. Mais c'est vraiment à titre d'exemple. On peut mettre aussi des éléments d'aménagement et non structurels, tels que les portes encadrement, etc. Donc c'est tout ce qu'on a éventuellement identifié via un inventaire préalable, ce qui est sans doute la solution la plus sûre. Mais ça peut être aussi du stock qu'on a, etc. Une autre façon de traduire ça, ça peut être de dire les taux de réemploi minimum obligatoire suivants doivent être respectés. Donc 80% du nombre de radiateurs de type 1, type 1.2, 50% du volume de bois de charpente, de la surface de la toiture, 50% de la surface des faïences murales de type 1. Enfin, ce genre d'objectif, quoi. Ça, on peut tout à fait mettre des taux très précis. Ces objectifs, on peut préciser, ces objectifs ont été définis à partir de l'inventaire des matériaux réemployables et se basent sur les quantités qui y sont estimées. Donc ça permet de nouveau d'avoir une cohérence. Le fait de faire référence à un inventaire, ça permet d'avoir une cohérence et de ne pas se planter quelque part, de ne pas se planter dans les critères qu'on définit ici, dans les spécifications techniques. Au niveau de la sélection qualitative aussi, donc les critères définis dans la sélection qualitative vont permettre de vérifier que les soumissionnaires sont en capacité d'exécuter le marché. Donc c'est vraiment, on va tester leur aptitude à exécuter le marché, leur capacité économique hein, aussi. Euh, L'idée ici, c'est que les soumissionnaires vont devoir prouver ces capacités via des chantiers déjà réalisés, la présence de personnel qualifié, pour la question économique, le bilan hein, de la société. Euh, de nouveau, on se répète, mais un point d'attention, c'est que la sélection qualitative doit être en lien avec l'objet du marché. De nouveau, si l'objet du marché euh, ne prend pas en considération tout l'aspect environnemental, réemploi, etc., ça sert à rien de demander qu'une entreprise, enfin des références à une entreprise en termes de réemploi, parce que ça n'a pas de lien direct. Donc il faut que le lien existe avec l'objet du marché. C'est vraiment important. Et cette sélection, elle va opérer en fait comme un filtre, hein. Si le soumissionnaire remplit les critères demandés, l'offre est analysée, et sinon l'offre est simplement écartée. Et en point d'attention, il ne faut pas non plus pousser trop loin les critères de sélection qualitative, parce que le risque est de ne pas pouvoir attribuer le marché. Il n'y aura pas de soumissionnaires qui sont capables de répondre aux critères. Donc, à faire, mais toujours de manière raisonnable et réaliste.
Comme exemple, on peut dire par exemple que le soumissionnaire fournit au minimum X références, 1, 2, 3, exécutées au cours des 5 dernières années au maximum, portant sur l'objet du marché, hein, donc de nouveau, le lien et la cohérence, donc rénovation, construction de bâtiments dans le respect des principes de l'économie circulaire, ça, c'est un exemple, hein, c'est pas... vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction du marché que vous voulez passer. Par exemple, d'une valeur d'exécution totale d'au moins X millions, X milliers, X millions d'euros hors TVA, dont l'exécution des travaux a déjà commencé. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, ça permet d'écarter aussi tous les trucs qui ne sont pas encore entamés, etc. Et donc qui prouvent pas réellement la capacité réelle des entreprises à réaliser les marchés avec du réemploi. Une autre façon de faire, c'est on peut mettre le soumissionnaire explique dans une note de maximum une page quels sont les principes de la construction circulaire qui ont été mis en place dans le cadre du chantier et la pertinence de la ou des références donc, qui ont été demandées. Ça permet d'évaluer un petit peu à quel niveau ils se situent et quelle est la méthodologie qu'ils utilisent spécifique au réemploi. Donc ça permet d'avoir une idée quand même de si euh, ils ont les compétences, s'ils sont des spécialistes, des experts du réemploi, ou si ils ils n'ont pas de méthode. Au niveau on peut aussi intégrer le réemploi dans les critères d'attribution. Euh, la réglementation sur les marchés publics dit qu'on va pouvoir attribuer donc le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais de différentes manières. Donc, soit simplement sur base du prix, donc on peut dans certains cas se limiter à ce seul critère, mais dans le cas du réemploi, c'est pas forcément pertinent. On peut aussi prendre sur base du coût. Donc, le coût, c'est le cumul du prix, du coût à l'usage, du coût pour l'élimination des déchets, etc. Donc, c'est plus complet et plus représentatif de la réalité. C'est une approche qui est coût, qui est plutôt liée au cycle de vie. On peut aussi faire sur base d'un rapport qualité-prix. Et donc, on prend en compte le critère prix, ou mieux le critère coût, et d'autres critères, comme des critères environnementaux, de compétences, de délai, etc. Et donc ici, les critères environnementaux peuvent être pris en compte. C'est un bon moyen aussi d'intégrer le réemploi là. Et donc, comme exemple, on peut, donc, comme par exemple, si on veut mettre un critère taux de réemploi, ben, sur base de l'inventaire réemploi effectué en amont et qui précise le taux minimum de réemploi pour chacun des matériaux, les offres dépassant les quantités minimales proposées se verront attribuer des points supplémentaires. Donc, on repart en fait finalement donc, de ce qui a été défini au départ, donc avec les pourcentages du nombre de radiateurs, etc., où on met, ben voilà, c'est 80% minimum. Si vous allez plus loin, vous avez des points en plus. Et le soumissionnaire qui remettra les quantités maximales, finalement, obtiendra le plus de points, et les autres auront des points au prorata de ce qu'ils ont proposé. Une autre façon de faire, c'est de définir un critère portant sur la méthodologie globale d'extraction de matériaux de réemploi et du traitement des déchets. Donc là, on est plus dans une approche un peu plus ouverte, etc. Mais on va tester la méthode euh, qui sera utilisée. Dans les... On peut aussi intégrer des critères liés au réemploi dans les conditions d'exécution. Ces conditions, elles n'entrent pas en compte dans le choix du prestataire, hein, donc dans l'attribution du marché. Le, le- le- le soumissionnaire qui remet une offre devra de toute façon répondre à ces conditions d'exécution. Donc, c'est pas sur le choix, c'est vraiment sur l'exécution. Mais il faut impérativement que les soumissionnaires soient en mesure de remplir ces conditions et que ces conditions ne soient pas des spécifications techniques ou des critères d'attribution ou de sélection déguisée, évidemment. Tout ça, c'est avant et on n'est pas là pour, à ce niveau-ci, on est vraiment uniquement sur les questions d'exécution. Les points d'attention, quand même, donc c'est de nouveau, il ne faut pas aller trop loin pour que ce soit réalisable. Et il faut être suffisamment précis et factuel pour pouvoir être vérifié et évalué en phase chantier. Euh, Parce qu'on ne peut pas vérifier ces critères au moment des offres. Donc il faut vraiment prévoir l'évaluation en phase chantier. Des exemples donc, de conditions d'exécution.
on peut demander que soit, par exemple, désigné un coordinateur de déchets et que son nom soit communiqué au début du marché. Et alors ici, en fait, l'idée, c'est de préciser les rôles minimums que ce coordinateur devra assurer, hein. Donc, on a souligné le respect des consignes de tri et d'entreposage, par exemple, la bonne tenue des documents de transport et de déchets. Euh, c'est important aussi. Et, rappelez-vous, on en parlait dans le, dans un webinaire précédent, mais finalement, euh, le diagnostic PEMD, pour revenir sur ce truc-là, donc vraiment spécifique à la France, euh, dans sa vie, donc du début jusqu'à la fin du chantier, il y a toute la question des transports de déchets, de ce qui a été fait, des destinations et autres. Et donc le coordinateur peut être un bon moyen en fait de s'assurer finalement que quelqu'un s'occupe spécifiquement de tout ça. Un autre exemple, c'est de demander en fait des choses très précises sur un matériau à démonter. Donc dans l'exemple ici pris, c'est des briques. Et donc l'idée, c'est de dire des choses genre le démontage des briques est accompli dans le respect des règles de l'art et ainsi préserver au maximum leur intégrité et leur potentiel de réemploi. Le démontage est réalisé de manière sélective, de manière à garantir une certaine homogénéité des lots. Et on peut aussi décrire les étapes et les soins attendus pour la récupération des briques en vue de maximiser le potentiel de réemploi de celles-ci, comme par exemple le démontage soigneux des briques, le tri et la sélection des briques conservées, le nettoyage, l'emballage, le stockage des briques de chantier. Donc en fait, tout ça, ce sont des exemples, hein, euh, mais on peut être vraiment créatif et on peut tout à fait adapter tout ça en fonction du marché qu'on a, des travaux qu'on a réalisés. Et, euh, et voilà. Et de nouveau, avant de terminer, ici on voit que finalement la définition de tous ces critères, donc dans les différentes étapes du cahier des charges, quelque part, on se rend compte en filigrane que l'inventaire réemploi, ça aide quand même énormément à pouvoir définir des objectifs de manière un petit peu plus quantitative et un petit peu plus précise. Et donc, c'est pas une étape à négliger. Voilà. On est resté dans les temps, donc on vous met juste ici quelques ressources, bibliographies intéressantes. On vous laisse, vous aurez le document, de nouveau, vous trouverez tous les documents ici mis en référence, si vous voulez aller plus loin dans ces réflexions-là, et ou vous nourrir d'autres exemples aussi, puisque dans pas mal de ces documents, il y a des exemples relativement concrets des choses qui se sont passées ou des choses qui ont été imaginées en fait pour certains cas de figure. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. On peut passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a. J'en ai pas vu dans le chat. Euh, donc voilà, donc c'est le moment. Vous pouvez lever votre main ou quoi. Il faut qu'on vous autorise pour ouvrir votre micro. Et puis alors, je vais peut-être vérifier s'il est prêt avec Marie-Alice. Il y a un Oui, ouais, questionnaire de ouais. Je satisfaction. peux le mettre tout de Si- suite comme ça, Ah oui, s'il y en voilà, a c'est qui ça. doivent partir bientôt. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Un petit formulaire d'évaluation pour que vous puissiez nous donner un retour sur la manière dont s'est passé ce cycle de présentation aussi. Assurance et cahier des charges, si je ne Et me trompe inventaire. pas. Et inventaire. En sachant que est prévue aussi une visite de terrain, Oui, donc encore à définir, mais du coup, les commentaires que vous pourrez faire dessus, ça peut être aussi des points déterminant pour voilà, pour la visite. le choix de la visite. Je vois pas de questions apparaître. Je vais arrêter le partage d'écran. Ouais.
Tout le monde a bien le lien du formulaire d'évaluation qui apparaît? Moi, je l'ai vu dans la conversation. Oui, Voilà, Oui, il est dans la merci super, Céline. conversation, oui. voilà. Un petit message comme quoi c'était très clair. Voilà, c'est aussi l'occasion de nous dire merci si vous avez aimé. Et Merci sinon, pour l'ortho. nous mettre directement dans le chat ce qui n'a pas été. Voilà. Je pense de ce fait-là, on va pouvoir clôturer parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de questions particulières. Mais sachez de toute façon que dans vos pratiques, là, jusque 2028, le projet Interreg continue. Donc, si vous avez un projet et que vous avez en cours de montage un projet, toujours possible de revenir vers nous. Oui, c'est ça, et de nous poser des questions. On peut vous orienter vers les bonnes personnes ou répondre aux premières questions pour vous aider, pour vous donner un coup de pouce. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et on reviendra vers vous pour les visites. Merci d'avoir été Bien. présent. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre Au revoir. présence.